Une vidéo de Mike Huckabee parlant de la stratégie de Donald Trump. Il semble que le plan évolue, passant des bombardements à une forme de guerre d'usure, afin de faire pression sur l'économie iranienne. Voilà ce que dit Mike Huckabee. Rester en retrait et affamer ce régime. Poursuivre la destruction économique, peut-être ne pas être trop actif sur le plan militaire et laisser les choses suivre leur cours. Ça pourrait prendre très longtemps, non? C'est possible, mais je pense que le président prend clairement la bonne décision en exerçant une véritable pression économique sur eux. Il a prouvé non seulement qu'il était prêt à les bombarder, mais aussi qu'il était prêt à les mettre en faillite. Et si vous combinez les deux, les dégâts infligés à leurs capacités militaires, qui ont été catastrophiques, quoi qu'ils en disent, l'opération menée par les États-Unis et Israël a causé des dommages considérables. Ils sont plus faibles qu'ils ne l'ont été depuis qu'ils ont pris le contrôle du régime en... Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'état d'esprit à Washington? Parce qu'il y a un nouveau reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Guardian. Il dit que les marins à bord de l'USS Abraham Lincoln traversent une crise de santé mentale et que certains essayent de sauter par-dessus bord. L'Abraham Lincoln est près du golfe Persique, parce qu'il assure le commandement, je dirais, de l'une des principales sources de soutien à ce qui se passe avec le blocus dans le golfe Persique. Comment reliez-vous ces deux tableaux? Parce qu'il semble que si Donald Trump a une stratégie à long terme pour les 2 prochaines années, peut-être qu'il sera président des États-Unis pendant plus de 2 ans, évidemment 2 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Eh bien, je pense que ce que nous venons de voir de la part de l'ambassadeur, et j'emploie ce terme avec légèreté, en réalité, c'est l'ambassadeur d'Israël auprès des États-Unis, Mike Huckabee, c'est qu'il suit le même récit préfabriqué des faucons de guerre qui mentent au peuple américain. La vérité, c'est que lorsque des personnes occupant des fonctions comme Mike Huckabee, Pete Hegseth, Marco Rubio ou le président font des déclarations du genre, eh bien, l'Iran a été sévèrement touché par ce conflit. Personne ne l'a jamais nié. Bien sûr que l'Iran a été touché et affecté. L'école de filles de Minab, l'assassinat de l'ayatollah. Bien sûr, ce n'est un secret pour personne. L'Iran a subi de grandes destructions sur les plans économiques, politiques et militaires. Mais malgré cela, l'Iran maintient la résistance. L'Iran maintient sa défense. L'Iran maintient sa souveraineté. L'Iran maintient sa position depuis le tout début. Cette position n'a ni changé ni vacillé. Donc dire que l'Iran a fait ceci, cela ou autre chose, de la manière dont Mike Huckabee l'a décrit, en affirmant que les États-Unis n'ont pas été touchés et qu'il s'agit d'une causalité à sens unique, ce n'est pas vrai. Ce que le peuple américain doit savoir, c'est que les États-Unis ont subi de grandes destructions, des bases américaines, du personnel américain. Indépendamment de ce qu'on nous dit par des canaux officieux ou officiels sur le bilan des pertes américaines, le bilan officiel américain est accessible à tous ceux qui ont Internet. Il suffit d'aller sur le registre de suivi des pertes du ministère de la Défense ou maintenant du ministère de la Guerre. Vous pouvez y accéder directement. Pas besoin de vous connecter. Il n'y a pas de mot de passe. C'est une page officielle du gouvernement. Vous cliquez sur le lien de l'opération Epic Fury. Et là, vous ne verrez que les 6 militaires américains et à ce moment-là, 142 blessés. Alors vous regardez ça et vous vous dites « Oh, ce n'est pas grand-chose ». Voilà la mésinformation, la désinformation au sein des composantes de la puissance nationale
à destination de sa population et d'un public étranger. Ensuite, vous cliquez sur « Autres opérations d'urgence ». Et là, dans cette rubrique, avec les dates qui y figurent, concernant ce dont nous parlons depuis le début de ce conflit, il y a 5 mois et 13 jours, vous verrez que le nombre de victimes américaines a augmenté. Il dépasse les 400. On est autour de 416, peut-être même davantage maintenant, après ces dernières frappes. Et le nombre de morts au combat est de 23, et il augmente. Parce que pour beaucoup de blessés au combat, nous ne connaissons pas leur statut. Est-ce que la famille a été prévenue? Les proches ont-ils été informés avant qu'ils soient déclarés morts au combat ou qu'ils restent comptabilisés comme blessés au combat selon la gravité de leurs blessures? Donc quand on prend cela en compte, quand on prend en compte les dégâts causés à nos porte-avions, à nos navires, aux avions que nous avons perdus, des F-35, des avions ravitailleurs K-35, des radars, des systèmes patriotes, on peut reprendre exactement les mêmes mots que Mike Huckabee vient de prononcer, y insérer simplement les États-Unis. Et ce serait vrai. Les deux nations ont donc subi des destructions et des pertes. Et oui, c'est un fait des deux côtés. Dire que c'est eux et pas nous, c'est un mensonge malhonnête. La vérité, c'est que les deux ont été dévastés à différents égards, avec des conséquences parfois plus lourdes pour l'un que pour l'autre. Je dirais que par rapport à ce conflit, au cours des 5 derniers mois et 13 jours depuis le 28 février 2026, sur le plan économique, rappelez-vous, je pense, vous savez, parce que vous êtes votre audience, je pense, apprécie vraiment les analyses approfondies. Ce n'est pas un public qui cherche seulement des gros titres ou des éléments de langage. Les discussions que nous avons sont toujours très marquantes. Donc je pense qu'il est important, quand nous en parlons, de revenir à ce dont nous avons déjà parlé, les composantes de la puissance nationale, n'est-ce pas? Dans ce cadre, vous avez... Parmi les instruments de la puissance nationale, il y a la diplomatie, l'information, l'armée et l'économie. Et ce n'est jamais simplement l'un ou l'autre. Tout dépend toujours de la situation particulière que nous observons en ce moment. Parce que Donald Trump a dit aujourd'hui que nous devrions peut-être revenir aux sanctions, reconnaissant que nos stocks de munitions sont faibles et que nous devrions peut-être revenir aux sanctions. Alors quand on regarde cela, quand on examine les éléments ou les instruments de la puissance nationale et qu'on remonte, vous savez, à plusieurs siècles, à la théorie clausewitzienne et à la trinité du gouvernement, des gouvernés, du peuple, avec parmi ces instruments l'armée. Donald Trump a désormais appris une leçon que beaucoup de gens essaient d'exprimer depuis le début. On ne peut pas gagner une guerre sans un objectif politique final, clair et atteignable. C'est impossible. On peut la poursuivre pendant des années, mais on ne peut ni y mettre fin, ni la gagner sans un objectif final clair. Donc, quand on voit à quel point les États-Unis ont hésité sur l'objectif final et sur leur stratégie, je peux vous dire que s'il reste des cheveux à l'amiral Brad Cooper après cette guerre, ce sera un miracle, tant il a dû s'arracher les cheveux face à une stratégie qui change constamment. Et là, on en voit un autre exemple aujourd'hui avec Donald Trump sur la question des sanctions. Le président Donald Trump, en entrant dans ce conflit, a dit au monde entier, et surtout au peuple américain, pour son audience intérieure, que 50 ans de sanctions contre l'Iran avaient échoué, que tous les présidents avant lui avaient échoué. Ils ont échoué. Donc, nous allons faire autrement, c'est-à-dire la guerre. Et maintenant, vers quoi le président revient-il? En reconnaissant que c'est le seul moyen de finir par gagner. L'économique, d'accord. Le E dans DIM, d'accord. Parce que le M a échoué, faute d'un état final politique qui relie tout ça. La volonté du peuple, l'objectif du gouvernement et la stratégie de l'armée. Ça n'existe pas. C'est absent.
Et dans ce cas-là, nous avons déclenché cette guerre. Donc où en sommes-nous maintenant? 5 mois et 13 jours après, nous n'avons même pas encore commencé. Cette guerre survivra à ce président. Elle durera des années. Et maintenant, on voit les porte-paroles qui répètent le discours, les courtisans faucons de la guerre comme les Huckabee. Reconnaître. Bon, vous savez peut-être que ça va durer un moment, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'un Iran doté de l'arme nucléaire? On revient au même vieux refrain, d'accord? Au même vieux récit, tout en reconnaissant maintenant que ça pourrait durer. Je vous le dis maintenant, et je le dis au peuple américain, cette guerre survivra à ce président. Cette guerre va continuer pendant des années, parce que la seule façon d'y mettre fin aujourd'hui, sans objectif politique clair, c'est par l'usure, l'acquiescement, ou simplement parce que quelqu'un abandonne. Et ce ne sera pas l'Iran. Ce ne sera pas l'Iran. L'Iran a trop d'amis dans la région. Ça va devenir difficile pour l'Iran. Ça l'a déjà été. On peut reconnaître que c'est difficile pour l'Iran. Ont-ils subi des coups? Ont-ils connu beaucoup de destruction? Leur armée a-t-elle été affectée? Bien sûr, nous le savons. Mais cela ne change rien au fait que les États-Unis ne parviennent toujours pas à obtenir, par la négociation, un règlement, un traité ou une fin à cette guerre que les États-Unis ont déclenchée. Alors, revenons au E, l'économie, de Diem, au cœur d'une coalition grandissante dans la région, en Asie occidentale. Elle inclut des parties de l'Asie centrale, des parties du Moyen-Orient, mais aussi un intérêt venant d'Asie de l'Est et de Russie autour de l'accord de défense de la Mecque. Et quand on met cet accord de défense de la Mecque en regard de ce que Donald Trump vient de dire, peut-être devrions-nous revenir à la question des sanctions. Peut-être que ce serait le moyen d'infliger une punition à l'Iran. Ça ne marchera pas. Les États-Unis peuvent le faire, mais ça ne réussira pas, parce que la dynamique a changé. Mais ce qui est intéressant en ce moment, surtout, nous en avons parlé la dernière fois, Nima, c'est l'Arabie saoudite. Cela m'a un peu donné envie de mieux comprendre la position de l'Arabie saoudite dans la montée de ce nouvel agencement de puissance, non seulement dans le monde, mais aussi au Moyen-Orient. Vous avez probablement lu ce livre. Si ce n'est pas le cas, je recommande à tout le monde de le lire. Il s'appelle Les Sept Sœurs. Il est d'Anthony Sampson et il parle plus précisément de la vie du roi Faisal d'Arabie saoudite en 1973. Et si certains connaissent le sujet, ce livre s'intéresse particulièrement à l'embargo pétrolier et à la manière dont le roi Faisal d'Arabie saoudite a alors pu utiliser le pétrole comme une arme face aux nations qui en avaient besoin. Ce livre porte essentiellement sur l'instrumentalisation du pétrole. Et quand on le lit, quand on voit comment le roi Faisal a abordé les guerres au fil du temps, en maintenant une certaine neutralité, puis en choisissant des camps, en créant des alliances, puis en renforçant l'OPEP. Eh bien, cela ressemble beaucoup à ce que fait l'Arabie saoudite aujourd'hui. Je pense que MBS a appris du roi Faisal. Mais il faut aussi prendre en compte que si le roi Faisal s'est levé, c'était pour la Palestine. Et ne pensez pas que ce conflit et la manière dont il se déroule, avec l'insistance de l'Iran pour qu'Israël quitte le Liban et Gaza, ne soient pas liés à la même chose. C'est très intéressant et je recommande à tout le monde de lire ce livre. Je l'ai lu la semaine dernière et il m'a vraiment beaucoup apporté pour comprendre le rôle de l'Arabie saoudite et la façon dont tout cela pourrait évoluer avec l'accord de défense de la Mecque dont l'Arabie saoudite est un membre clé. Donc vous pensez aux 3 membres actuels, n'est-ce pas? Le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite apporte à la table? Eh bien, l'emplacement compte. Et l'argent. Voilà la contribution de l'Arabie saoudite. Je voulais simplement soumettre ça à votre public instruit et intellectuel. Les Sept Sœurs, d'Anthony Sampson. An excellent livre. The Seven Sisters by Adam Sampson, great book.
Tony, voyez-vous ce nouveau pacte de défense militaire, comme il l'appelle? Est-ce un signe? Est-ce un mauvais signe pour Israël? Oui, c'est une mauvaise. Israël devrait prendre cela très au sérieux. Et je pense qu'Israël le prend très au sérieux. Ce que nous avons entendu, vous savez, il y a eu la signature officielle. Ils l'ont effectivement signé à la Mecque, d'où le nom d'accord de défense de la Mecque. C'est symbolique, mais c'est aussi rationnel pour envoyer un message au monde arabe, au monde musulman arabe. Je ne dirais pas au monde musulman dans son ensemble, parce que, vous savez, le monde musulman comprend aussi une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Je pense que cela vise davantage le regroupement du monde musulman arabe. Pas seulement, mais c'est en partie pour cela qu'il a été signé à la Mecque. Rappelez-vous encore une fois, pour y revenir, tout ramène toujours au dîme, n'est-ce pas? L'information. L'information inclut les récits, la propagande, le public étranger, le public intérieur, le public local, l'influence, n'est-ce pas? Les opérations psychologiques et l'influence en font donc partie. Si vous y pensez en termes d'information, cela a envoyé un message. Et oui, Israël devrait s'en préoccuper, parce qu'avec le développement de cette alliance, qui, je le crois, inclura très bientôt l'Iran. L'Iran était considéré comme faisant partie de cet accord dès le départ, parmi les 3 pays qui ont signé, qui ont avancé en disant « D'accord, nous allons signer ». C'est clair, nous allons le faire. Ça ne veut pas dire que l'Iran et d'autres pays sont exclus. Je pense vraiment que nous allons voir l'Iran rejoindre cet accord de défense de la Mecque en pleine expansion. Et dans cet accord de défense de la Mecque, les 3 nations ont très clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à l'Iran. Et ce qu'on entend de la part de ces dirigeants, d'Erdogan, de représentants du gouvernement saoudien et de dirigeants de la région, franchement, pas seulement ceux qui participent à cet accord, mais d'autres aussi, c'est que cela répond à Israël, à la menace grandissante que représente Israël dans la région. Et c'est très clair quand on considère le Liban, la Syrie, les menaces proférées contre la Turquie par Netanyahou lui-même. Israël est la menace, pas l'Iran. Je pense que ces nations voient une occasion de normaliser réellement leurs relations avec l'Iran. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour certains pays, comme l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre, parce qu'il existe des intérêts communs. Alors que pour tous les autres, la ligne rouge, c'est « oui, quittez Gaza, arrêtez de vous étendre en Cisjordanie, quittez le Liban, quittez la Syrie. » Et les États-Unis continuent de soutenir Israël, en lui permettant au moins de maintenir le statu quo pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il décide en gros de s'étendre. Israël fonctionne un peu comme ça, un statu quo qui s'étend, des zones tampons, une expansion, des zones tampons, une expansion. Et je pense que nous allons continuer à voir cela. Les États-Unis continuent de soutenir cette politique. Donc, pour répondre à votre question, Nima, oui, je pense qu'Israël devrait être préoccupé. Je pense qu'Israël est préoccupé. Et quand Israël perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou simplement inventée dans sa tête, il réagit. Donc, quand on pense aux nations de la région qui ont des intérêts dans cette région, nous allons voir des conflits périphériques. Et comme vous et moi le savons, comme nous en avons déjà parlé, ces conflits périphériques, dans un foyer aussi instable, sont ce qui mène à un conflit plus vaste. Donc, tant que la guerre entre l'Iran et les États-Unis se poursuit, cela fait 5 mois et 13 jours que nous sommes en guerre. Elle ne s'est pas terminée. Elle n'a pas été mise en pause. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les belligérants ne se tirent pas de missiles les uns sur les autres que la guerre est finie. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des périodes de plusieurs semaines où aucun des 2 camps ne tirait. Ils se contentaient de tenir leur position dans les tranchées. La guerre ne s'est jamais terminée, simplement parce que les tirs avaient cessé.
Donc, si l'on se demande si cette guerre est terminée, la réponse est non, même pas de près. On est encore très loin de la fin de ce conflit. Je pense donc que dans les jours et les semaines à venir, on va voir beaucoup de gesticulations militaires ou de défiance de la part d'Israël face à cet accord de la Mecque qui prend de l'ampleur. Et cela ne va pas bien se passer pour Israël. Quand on considère qu'Israël perd le soutien des États-Unis, alors même qu'il s'efforce désespérément de conserver cette influence sur le plan intérieur aux États-Unis, il est en train de la perdre. Ça s'essouffle. Donc il va y avoir des conflits périphériques qui ne feront qu'alimenter le conflit régional plus large. Et je le dis depuis le premier jour, Nima. Vous pouvez revenir sur mes propos, me demander des comptes. Cette guerre ne se terminera pas en quelques jours ou quelques semaines. Et nous voilà plus de 5 mois après. Quand nous avons vu cette accalmie dans les combats, il m'était clair que nous assisterions de nouveau à des hostilités, parce qu'il n'y avait aucun objectif politique à atteindre. Il n'y avait aucun état final politique à réaliser. Et cela mènera le monde vers une véritable troisième guerre mondiale, tangible, réaliste, celle qui s'écrira dans les livres d'histoire. Je crois que c'est vers cela que nous nous dirigeons.